Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Les Têtes dans le Cloud, un concentré de news tech fortement influencé par l'écosystème Microsoft et animé par des passionnés. On a l'occasion et la chance de vous recevoir pour ce deuxième épisode et on vous en remercie. La communauté s'est fortement mobilisée, on a eu de super retours et ça nous a donné envie de continuer. Alors aujourd'hui, au programme, on va regarder qui est en train de retourner sa veste sur le sujet du métaverse et je pense que Romain, tu auras des choses à nous dire. On essaiera de comprendre aussi pourquoi c'est peut-être une grande histoire d'amour ou d'amitié qui est en train de naître entre Nvidia et Microsoft. Et puis après, on ira s'intéresser à les nouvelles manières, peut-être le nouveau langage, une langue inconnue, on ne sait pas encore, qui nous permettront de modéliser dans Power BI. Et enfin, alors là, le gros sujet du moment, on va parler de Copilot. Y a-t-il un Copilot dans l'avion Microsoft? Autant vous dire que c'est plutôt vers le oui que ça tend et on a des choses à se raconter. Je pense que c'est un véritable raz-de-marée qui est en train d'arriver. Avant de démarrer, n'oubliez pas de partager, de liker, de commenter, de nous proposer des sujets pour la prochaine fois. On est preneurs et c'est comme ça qu'on va avancer ensemble. Alors, pour le premier sujet, on a parlé de retourner sa veste. Romain, ça veut dire que il y a un acteur du marché qui était en train de partir dans une certaine direction, qui essayait de nous amener dans le fameux métaverse. Tu vas peut-être nous dire ce que c'est, parce que je pense que pour beaucoup, c'est pas encore très clair. Et c'est en train de changer d'avis. C'est ça. On va aujourd'hui attaquer un petit sujet. Alors déjà, le métaverse. Qu'est-ce que le métaverse? Déjà, je pense qu'en vrai, on entend ce mot depuis longtemps. Et en fait, je pense que les gens ne se rendent pas compte qu'on l'entend en vrai depuis 1938. Ce mot est apparu chez un poète français qui l'a utilisé pour décrire ce qu'il ne savait pas être la réalité virtuelle. Et il y a eu... Petit rappel historique, merci Romain. C'est comme Internet, c'est français. Voilà. Et globalement, ça s'est traduit par quoi, la vision grand public. Parce qu'il y a une vision publique et une vision professionnelle. La vision publique, alors... le film Tron, le film Matrix, Ready Player One, les jeux vidéo, les MMORPG, c'est cette vision... Pas du tout des films de geek jusque-là. Voilà, mais globalement, c'est ça. Mais on voit très bien ce que c'est. Voilà, c'est une espèce de vision grand public et ça s'est matérialisé comment dans les grandes annonces, un espèce de jeu vidéo dans lequel on se balade, on interagit avec des gens, des entreprises, des services à la personne, des biens immobiliers. Voilà un petit peu ce qu'on en a vu globalement et ce qui a été montré avec le grand exemple que pendant le confinement, des entreprises faisaient des onboarding de salariés complètement virtuels à travers la planète. C'est ça, donc ça c'est ce qu'on a vu à la télé, on s'est dit on va tous travailler dans des îles virtuelles. Voilà. Un peu comme un nouveau Second Life en fait. C'est ça, ou Ready Player One pour les films qui ont moins de quelques années. Pour les plus jeunes. Voilà. En vrai, il y a quelque chose on fait pas ça gratuitement, parce que quand c'est vous le produit, quand c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit, globalement. C'est bien de le rappeler, c'est gratuit, même si le modèle open source existe, Voilà, quand c'est gratuit, c'est vous le produit. Dans le privé, en fait, c'est quoi? C'est une espèce d'océan, de mer, dans laquelle on va mettre Internet, les objets connectés, l'intelligence artificielle, la réalité augmentée, c'est-à-dire vous regardez avec des lunettes et on superpose des choses par-dessus. Là où la réalité virtuelle, vous êtes dans un jeu vidéo, vous êtes dans Tron, etc. La blockchain et encore toutes les autres technos. Et globalement, l'idée, c'était d'avoir cet océan de données dans lequel on navigue, on se déplace, on vit. Donc le tout interconnecté. Voilà. Dans une expérience qui est entre ce qu'on a en réel, en réalité augmentée, donc en hybride. Ou 100% virtuel. Ou 100% virtuel, c'est ça. Alors, voilà. Et donc, c'était cette promesse d'un côté pour le privé faire plein de sous, et pour le public d'avoir une super expérience. Bon, on est en train de parler, c'est l'annonce de la news, ça marche pas. Voilà. Ça marche pas. Donc, le premier à annoncer Meta, Facebook, tout le monde dit Facebook, s'appelle Meta, ils croyaient tellement, qu'ils ont annoncé qu'ils allaient réduire très fortement les investissements et les dépenses dessus. Alors, c'est ça qu'il faut rappeler peut-être pour ceux qui n'avaient pas suivi, c'est que ça part aussi d'une grosse annonce. Alors, Microsoft avait annoncé une partie de son métaverse avec Teams, etc., avec Teams Remote et tout. On a eu Meta qui a carrément changé de nom pour prendre une partie du mot et dire nous on n'est plus Facebook, on est Meta parce que l'avenir va là-dedans et on va mettre 10 milliards pour investir parce qu'on va créer toute part le métaverse. L'avenir du réseau social se joue là et on vous emmène avec nous. Et finalement, ils annoncent que finalement, et alors c'est là où on sent déjà
en petit côté un peu ironique, soi-disant, à cause des progrès récents de l'intelligence artificielle, il vaut mieux plutôt investir dans des technologies d'IA, type ChatGPT, etc. On le sent, de mon point de vue, c'est un peu l'excuse officielle, et j'ai pas trop envie d'attarder ma news dessus. Moi, j'ai envie de plutôt débattre sur les raisons officieuses dont on ne parle pas, qui fait que c'était un échec. Déjà, moi, je voudrais parler du premier échec, du premier métaverse que tout le monde a oublié. Il s'appelle Second Life. C'est un jeu vidéo qui a plus de 20 ans. Ouais. Et il y a 20 ans déjà, il était plus joli, plus fonctionnel et plus complet que ce que Microsoft et Facebook nous ont sorti récemment. L'échec, c'est pas Second Life, c'est que si on compare avec ce que fait Second Life, qui existe toujours, qui a toujours une communauté, qui n'existe plus, il y a une communauté qui vit dessus aujourd'hui. Oh, mais ça a 20 ans, quoi. Mais ça a 20 ans quand même, donc compte tenu 20 ans dessus, il y a un coup de retard sur ce que nous a proposé Meta. Déjà, c'est ça. Et donc déjà, ce que je dis, c'est techniquement, ça c'est mon premier argument, techniquement, on est quelque chose sur... Les gars, il y a 20 ans, on avait mieux, quoi. Donc, déjà, vous êtes pas séduisant. Alors, ok, il y a 20 ans, c'était clavier, souris, j'y ai joué moi-même en rentrant le soir, ok. Et là, on arrive... C'était toi, Romain. Ah, c'était moi. Et là, on arrive au deuxième point. C'est qu'un Second Life a survécu parce que clavier, souris. Ouais. On arrive au deuxième point. Alors, petite anecdote, tout le monde ne connaît pas le film Ready Player One, mais c'est globalement réalité virtuelle totale, combi, casque, etc. Et ça coûte une fortune. Et vu que ça coûte une fortune, je résume, les gens hypothèquent leur vie et deviennent des esclaves d'une entreprise qui leur permet de vivre dans cet univers. Et au bout d'un moment, ils sont forcés à jouer pour rapporter de l'argent. Tellement le matos coûte cher. Dit comme ça fait pas rêver. Voilà. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, bon, on n'a pas ce genre de pratique, mais en fait, ça coûte trop cher. C'est-à-dire que le matériel n'est pas abordable pour des particuliers, n'est pas abordable à grande échelle pour des entreprises, et même dans son usage aujourd'hui, l'autonomie des produits, une fois qu'on a débranché la prise électrique, elle est pas folle. Donc, on n'a pas d'autonomie, ça coûte trop cher, c'est pas fou. Hein, on a bien vu tous les projets de Google Glass, etc., qui ont tombé à l'eau. Donc, on n'a pas le matériel non plus. Ensuite, la réussite financière, faut être honnête, hein, c'est pas des associations caritatives, et même si ça l'était, il faut être positif. Ils ont appelé des milliards, mais vraiment des milliards. Hein, Metaverse, moi je le compare à une campagne Kickstarter. C'est une campagne Kickstarter de milliards sur la planète qui ont été investis. Alors on parle de Microsoft et Facebook, mais il y a des milliers d'entreprises qui se sont créées partout. Ça s'est emballé dans un contexte Covid où on était tous chez nous, on s'est dit on retournera jamais en physique au boulot. La propale peut être bonne. Hein. Oui, le pitch il est bon. Sauf que derrière, malgré tout, des entreprises ont investi, ils ont mis de la pub, des espaces, ils ont créé nos rues, hein, ça, on se trouve des pubs de partout, des espaces, etc. Et la seule chose qui a réussi à certains, c'est que c'est une espèce de dérive financière qui s'est produite. Il y a eu une bulle immobilière. Alors la bulle, on est plutôt dans la piscine à mousse du camping. Hein. Globalement, la bulle, elle est monumentale. C'est-à-dire que des gens ont acheté tout de suite l'intégralité parce que c'est des surfaces virtuelles et les ont revendues, mais c'était fou, hein. Vous vouliez genre quelques pixels, c'était des dizaines de milliers de dollars parfois suivant l'endroit. C'est ça. Donc c'est là où tu disais que c'était la combinaison de plusieurs technologies. Là, on était plutôt sur tout ce qui était blockchain où on pouvait, avec de la crypto-monnaie, acheter des terrains à côté de la maison Snoop Dogg et ça valait des millions. Et là, c'est juste pour avoir un peu d'espace, donc c'est devenu financièrement inabordable. Voilà, un particulier peut plus s'y installer. Et il y a eu le dernier point, un peu compliqué à aborder, on va dire l'utopie des gens qui ont créé ça, de croire que le monde, il y a plein de choses qui vont pas dans ce monde virtuel, on va tous être des grands bisounours. Eh ben non, ça va pas durer longtemps. On reste des humains. Voilà, ça va pas durer longtemps. Ça a été quoi les premiers problèmes? Harcèlement, stalking, insultes, racisme, discrimination. Il y avait déjà dans certains jeux vidéo, voilà, mais sauf que là, même à une échelle où on a des gens qui filmaient leurs sessions, qui se sont fait poursuivre dans le jeu par des gens qui les insultaient, etc. La réponse n'a pas été de mettre une forme de police, de gouvernement, ou je ne sais quoi, hein, voilà. Ça a été, on vous met un bouton qui vous permet de vous téléporter dans une pièce où personne peut rentrer. Super, voilà. Le côté social du métaverse. voilà. Donc du coup, tu fais bravo les gars, et en fait, du coup, on a un Far West. On a un Far West où on a cru que les gens allaient s'autoréguler, parce que c'était le sujet de la dernière fois, on parlait les réseaux sociaux d'entreprise, hein, t'en parlais très bien Kevin, les gens s'autorégulent, mais parce qu'on est dans le monde réel sur quelque chose qui peut avoir un impact sur je perds mon travail. Ils sont là, on est dans le syndrome de la cage de fer, globalement, on se croit complètement invulnérable, et les pires travers sont vus. Donc globalement, on a, socialement, c'est un échec. Financièrement, l'argent, on l'a pas vu rentrer.
Matériellement et accessibilité, que ça soit aux entreprises ou aux particuliers, c'est pas possible. Techniquement, les gars, autant Facebook, je lui en veux pas trop, en tant que Microsoft, en tant qu'éditeur de jeux vidéo, il était capable de largement mieux. Je suis un peu dur, Alors, je suis un peu dur. Non, mais je pense que tu résumes bien le sujet. Voilà. C'est finalement, on a voulu, je pense que Facebook a voulu imposer une vision un peu à la manière d'Apple qui arrive en disant, bon, c'est le téléphone, vous le savez pas, mais demain, ça sera indispensable pour vous. Ça peut marcher, parce que la preuve avec Apple et le téléphone. Par contre, ça marche pas à tous les coups. Et des fois, tu ne peux pas imposer, notamment créer une société toute part où les gens n'ont pas forcément envie d'aller. Et le deuxième chose, on en discutait, hein, mais c'est le genre de business model, finalement, le métaverse, c'est ce qu'on appelle de l'expérience et du système. C'est-à-dire que tu es censé vivre une expérience, on l'a pas eu, les premiers graphismes qui ont été proposés étaient en dessous de tout ce qu'on voit d'un point de vue gaming aujourd'hui et ce qu'on sait faire avec du Unreal, etc. aujourd'hui, enfin c'était juste pitoyable, hein, ils se sont... Je comprends même pas qu'ils aient pu sortir cette première vidéo. Au moins, tu fais semblant, tu montes un truc qui est un peu waouh en disant ça, c'est ce qu'on développe. Ou tu fais montrer un truc en mode. Tu prends l'aspect Nintendo. À la Wii. Ils auraient pu, et parce que Animal Crossing, c'est pas fou, mais c'est un succès planétaire. C'est assumé. Mais c'est assumé. Ils auraient pu faire un format, voilà. Et l'autre point, c'est le système. C'est comme tu dis, ça marchait si tout l'environnement était connecté, qu'on avait bien une promesse. C'est-à-dire que, c'est ça. Qui autour de la table a été dessus? Enfin, moi, je sais même pas comment on fait, je sais même pas. Donc, si moi, en tant que personne geek, qui joue au jeu, qui en plus a déjà joué aussi à Second Life quand il était plus jeune, a été fan des Sims ou des trucs comme ça, et que maintenant, je suis en mode, tu n'as pas d'intérêt. Je n'ai même pas été dessus. Oui, c'est pour quel public? Si moi, je suis pas, il y a aussi, je pense, parce que il y a Microsoft et Meta qui ont travaillé dessus, mais Meta, c'était un peu l'image, de l'entreprise qui misait tout sur le métaverse, et je pense que c'était aussi l'une des pires boîtes pour ouvrir la voie. Oui, et en plus de ça, il faut revoir un peu l'historique. Ils ont changé le nom de Facebook en Meta, en plein aussi scandale, lorsqu'il y a eu des fuites de données, parce qu'ils ont enchaîné les fuites de données, le scandale autour d'Instagram sur leur politique justement de ce que tu disais, en fait, harcèlement, un peu toxicité du réseau social. Et sur le même moment, ils changent en Facebook Inc. en Meta, et ils disent on va tout aller dans le métaverse, et ils n'ont pas eu de chance en plus que dans la même année, ou je crois quelques mois plus tard, il y avait des fuites de brevets qui avaient fuité, en disant en fait, timing, quoi. Ils allaient mettre la publicité en fonction de ton champ de vision, et faire payer plus en fonction de la place que ça prend. T'as dit quelque chose d'intéressant, Kevin, t'as dit, enfin, c'est peut-être pas la bonne entreprise aussi pour porter ces révolutions, quand t'es déjà sur des sujets de confidentialité de données, quand t'es embêté, quand t'as une image, peut-être de l'entrepreneur qui veut te forcer dans un modèle, etc. Est-ce que tu as envie d'aller vivre une seconde vie sur des algos qui t'orientent déjà beaucoup et qui te montrent toujours les mêmes choses? Ça pose la question. Donc, moi, voilà, globalement, moi, on a dit plein de choses. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comme de dire, c'est que il y a quand même un état de fait qui est là, et donc il faut faire quelque chose. Et c'est le vrai métaverse, pas la réalité virtuelle. C'est le vrai métaverse, c'est cet assemblage de données, Internet, objets connectés, IA, blockchain, tout ça, ça existe. Et il faut en faire quelque chose. Et en vrai, tous les spécialistes le disent, l'IA a un rôle à jouer dans ce métaverse pour en faire quelque chose. Et un des exemples d'avenir qui peut être intéressant, c'est la réalité augmentée. Bon, là, on n'a pas encore le matériel, mais on le montre. Par exemple, les issues de secours, les pompiers, les interventions d'urgence, l'apprentissage. En gros, ce qu'on se dit, c'est peut-être, ça sert à rien de le nommer pour qu'il existe, mais peut-être laissons les choses arriver, et elles arrivent, et il y a des choses qui... Il faut qu'il y ait un besoin. Ce qui nous arrive, ce qui nous amène, je crois, sur notre deuxième sujet, Kevin. C'est la petite question du coup, bonne transition, hein. On est toujours sur le métaverse, en tout cas, il y a quelque chose. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui d'un point de vue amitié? Parce que, en tout cas, partenariat renforcé entre Nvidia et Microsoft. C'est ça. En fait, Nvidia, la semaine dernière, on fait tout un ensemble d'annonces alors, Nvidia, pour ceux qui connaissent pas, ils sont dans le milieu du hardware au niveau des ordinateurs et proposent surtout des GPU. Et depuis ces dernières cartes graphiques. Et du coup, au fil des années, ils se sont rendus compte, les cartes graphiques, les développeurs s'en servent pas que pour les jeux vidéo, mais ils s'en servent aussi pour l'intelligence artificielle. Ils ont commencé à fournir d'entreprises de leur carte graphique sous la forme de supercalculateurs. Pour faire tourner localement des modèles, ou pour même les effets spéciaux. En fait, les productions Marvel, elles sont rendues sur ce genre de choses. Ou même une carte graphique, c'est un deuxième apport de puissance à ton ordinateur. C'est ça. Et d'ailleurs, tu peux en mettre plusieurs dans l'ordinateur. C'est un moyen de se dire, je centralise du calcul à un endroit qui, historiquement, ça s'appelle carte graphique, parce que historiquement, ça sert à rendre les trucs jolis. C'est ça. Et là, ils ont annoncé, du coup, 3 annonces, on va dire.
c'est déjà leurs modules de supercalculateur seront accessibles directement dans Azure. Donc en fait, en private preview, premier pas déjà dans le partenariat, en private preview, en tant qu'entreprise, tu peux demander à Microsoft de te fournir des clusters en fait de machines virtuelles avec les supercalculateurs Nvidia. Donc ça, c'est comme si tu louais une puissance de carte graphique. C'est ça. Et ils sont allés un peu plus loin, ils ont dit bah tiens, on va mettre à disposition 2 services. Donc ils s'appellent ça le Nvidia Cloud Service. Donc le premier s'appelle DGX Cloud, qui est toujours dans Azure du coup. Qui est toujours dans Azure, qui sera hébergé dans Azure, pas que Azure mais en partie Azure. Donc DGX Cloud, ça va mettre à disposition 3 modèles de données. Donc ils ont appelé ça Nemo, Picasso et BioNemo. Donc Nemo, c'est pour générer du texte. Donc pour l'anecdote, c'est ce matériel-là. Leur premier client, c'était OpenAI. Donc, tout est lié au final. Picasso, c'est pour les images, les vidéos et les modèles 3D. Et BioNemo, c'est pour tout ce qui est biomédical. En fait, si tu veux construire des médicaments, ce genre de choses. La seconde nouvelle, c'est que Nvidia se positionne via le cloud Azure avec une offre de service proposant leur propre modèle intelligent. Alors les API, soit tu utilises leur modèle, soit tu arrives avec ton propre modèle. Et là où c'est intéressant avec Picasso, où tu peux générer des modèles 3D, c'est qu'à côté, ils ont un autre service qui s'appelle Omniverse. Donc on innove, ça s'appelle pas Metaverse, mais Omniverse, qui repose sur des services Azure s'appelle le Digital Twin, si je me trompe pas, IoT, où en fait tu peux modéliser par exemple un espèce de métaverse d'entreprise, ils appellent ça un métaverse industriel, où par exemple tu t'imagines en tant qu'entreprise, tu veux construire une nouvelle usine, bah tu la modélises complètement dans le métaverse, c'est intégré dans Teams, donc en fait dans Teams directement, je sais pas, tu fais un call par exemple, tu peux voir ton usine virtuelle tourner, et essayer d'anticiper en avance l'extension d'une usine, l'évolution, augmenter la cadence, qu'est-ce qui se passe en cas d'incendie, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure. Tout ça en fait. Ça devient un jeu de gestion. Donc ça c'est intéressant parce que c'est une des autres visions du métavers, c'est que le métavers c'est soit un endroit complètement différent, une île formidable avec des licornes, etc. Soit finalement est aussi un jumeau virtuel. C'est ça. Où on va pouvoir faire des choses qu'on aurait voulu faire dans la vraie vie, mais qu'on va faire dans le virtuel sans impact. Et l'avantage c'est que t'as pas besoin de matériel pour ça. Alors moi j'ai envie de dire juste première chose, est-ce que moi il y a un truc risqué là-dessus, c'est qu'aujourd'hui ce que tu décris, comme d'hab, on a décrit le métavers comme étant une grande nouveauté. Alors que là, ce que tu me décris, je connais un peu le monde de l'immobilier, à cette échelle, tout ce que tu décris existe déjà dans le monde de l'immobilier. Ils n'ont pas attendu Nvidia et Microsoft pour avoir déjà, tu vas dans les locaux de grandes sociétés de real estate, ils ont des étages avec des salles complètement virtuelles où tu es avec ton casque et tu te balades dans tes usines, tu fais tes simulations. Donc ça existe déjà. Voilà, ça existe déjà. Donc en fait, encore moi je dis warning, c'est bien les gars de vouloir aller là-dessus. Mais j'espère juste que vous recommencez pas la même boulette d'aller dans un secteur qui existe déjà, qui marche sans rien y connaître. Non, là, les différences, parce que tu peux non seulement te connecter en plus aux données déjà qui sont fournies par ton entreprise. Ça, c'est un plus. Donc ça, parce que dans ce que tu dis, c'est du pur architecte. Voilà. Aujourd'hui, c'est un métier de pur architecte. Tu peux non seulement faire ton boulot en tant que pur architecte, mais par exemple, tu dis, bah, je sais pas, dans mon usine, j'ai ça comme machine, par exemple, et ben, tu peux récupérer les données réelles de ces machines-là. Pour émuler leur fonctionnement en changeant. Et c'est intéressant parce que du coup, si on va au bout de la logique, tu vas pouvoir aussi vérifier l'impact sur ta supply chain. C'est-à-dire simuler, comme tu l'as dit très justement, un jeu de gestion. Est-ce que mes camions vont réussir à venir? Est-ce que si j'augmente le nombre de personnes, est-ce que ma cadence va suivre? Est-ce que mes fournisseurs vont venir? Et on pourrait même, toujours la petite seconde green, est-ce qu'on peut aussi simuler l'impact écologique? Ça pourrait être bien aussi. Et du coup, donc, tu as parlé d'un mot-clé à retenir, c'est dont on parle depuis plusieurs années, c'est les digital twin, le fameux jumeau numérique, c'est je reproduis mon bâtiment, mon usine en 3D le plus réel possible pour pouvoir me déplacer dedans, faire de la formation si je dois m'entraîner sur des machines, des choses comme ça. Donc ça, finalement, on accélère dessus dans la capacité de créer des modèles 3D, tu me dis, parce que Nvidia propose la génération de modèles 3D, du coup. Et du coup, en y mêlant de l'IA, et c'est ce que tu disais, on va pouvoir faire peut-être des prédictions de comportement dans ces environnements. Tout à fait. Et d'ailleurs, un des meilleurs jumeaux numériques qu'on a aujourd'hui, d'un point de vue gaming, c'est Flight Simulator. Qui en temps réel reproduit la météo, etc. Vous pouvez voir les impacts de la météo sur des conduites de vol ou des choses comme ça. Et on est bien dans ça, parce qu'on a un mélange finalement de prédictif avec la météo qui arrive, en temps réel et une simulation de notre environnement. Moi, ce que je veux dire, c'est que pour les gens qui nous écoutent, ce qui est important à retenir, c'est le côté qu'on va avoir toutes ces données, donc on reste dans du métaverse ensemble, parce que même l'exemple que tu donnes, la formation, etc., on va pas les nommer ici, nous avons des clients qui sont dans l'industrie, qui ont déjà des simulateurs virtuels de formation sur des engins très techniques.
voilà, mais très isolé. Mais alors, là, on commence à être dans le cloud, dans l'accessibilité. Voilà, mais en fait, l'idée, c'est que chacun a son éditeur de logiciel isolé dans son coin. Moi, juste, ce que j'espère, c'est que ils vont pas refaire l'erreur du métaverse à vouloir inventer un truc d'eux-mêmes sans avoir la connaissance. J'espère que pour ça, ils vont s'appuyer sur des champs d'expertise du marché pour dire, OK, les gars, vous êtes déjà sur le marché. Venez avec nous, construisons ça ensemble, on vous rajoute le côté méga univers rassemblé, parce que sinon, moi j'ai peur que ça refloppe, parce que en face, les gens souvent ont un besoin très précis, le reste c'est du bonus, et si le besoin précis il est pas couvert, j'ai un peu peur de ce flop. Là, t'as des partenariats qui sont déjà intéressants. Ils ont un partenariat avec Shutterstock, donc ils font tout ce qui est déjà banque d'images et banque de modèles 3D. Donc en langage naturel, tu peux demander par exemple machine qui fait des chaussures, je dis n'importe quoi, et en fait ton modèle va sortir directement. Et Adobe aussi. Et qui est en train de sortir pas mal d'annonces aussi, on pourra parler quand même pas mal sur un petit coup d'AutoCAD, ça serait donc bien. Kevin, ce qu'on se dit, c'est que la prochaine émission, on l'en fait en modèle 3D, le jumeau numérique de la tête dans on va tenter. On essaye de montrer ce que ça vaut. On va tenter ça. On va passer au troisième sujet, du coup. Alors là, apparemment, il y aurait un langage un peu plus terre à terre, là. Un peu plus terre à terre, voilà. Là, on va partir un peu dans le tech. Ouais, qui vient un peu de l'IA quand même, on a toujours lié. Non, même pas celui-là. Alors, pas celui-là. Ah ouais. Power BI va apprendre, ou on va pouvoir échanger avec Power BI dans une nouvelle langue. Je dirais grand merci à un grand monsieur et surtout à toute la communauté qui en fait, dans Power BI, on a beaucoup d'outils externes. En gros, on a Power BI qui existe, on a énormément d'outils externes autour. Qui sont proposés par la communauté, par des entreprises ou la communauté, de façon gratuite ou payante, ça dépend, et qui permettent en fait d'étendre la puissance de Power BI. Très bien. Derrière Power BI et distinguons le côté visuel de Power BI du côté modélisation de Power BI. Il y a tout un côté modélisation, récupération de données, transformation, calcul, liaison entre les tables. Derrière tout ça, à l'heure actuelle, on a un pseudo-langage qu'on appelle le TMSL. Donc ce langage qui ressemble à du JSON. Voilà. Donc si je l'ai, attendez, c'est le nombre de voyelles pour faire un donc Power BI, c'est le Tabular Model Scripting Language. Au cas où on l'a pas dit, ça paraît connu, mais Power BI qui fait partie de la Power Platform de Microsoft, qui est l'outil de restitution de données de l'éditeur. Excusez-moi, voilà. Et sur lequel on peut prendre des données, des fichiers. On peut récupérer de la donnée, la modéliser, la transformer, faire des liens, faire des graphiques, des rapports, des dessins pour prendre des décisions. Ça c'est ton côté low code. Oui, on clique. Mais pas que, et justement, c'est là la vraie raison. C'est que derrière, de temps en temps, on a besoin d'industrialiser. Donc cliquer c'est bien, mais il faut industrialiser. Industrialiser, derrière, ça se base forcément sur un langage. On n'industrialise pas des clics, sauf si on fait du RPA et que là on enregistre une séquence. Le RPA, pour ceux qui nous écoutent, c'est les robots qui reproduisent des comportements humains, c'est-à-dire quand on fait des tâches répétitives, comme à l'usine, on voit les vieux dessins d'usine, c'est aujourd'hui, si je dois recopier des données d'une case à l'autre, faire des tâches répétitives, c'est le RPA. Voilà. Et donc, nous, on peut pas tout faire en RPA parce que on sait pas faire du RPA et même il y a de l'intelligence, il y a beaucoup d'intelligence. Et donc derrière ça, il y a le Tabular Model Scripting Language qui permet en fait, c'est une sorte de JSON géant. Et en gros, ce JSON, c'est tout ton modèle, donc toutes tes tables, toutes tes colonnes, le type de tes colonnes, tous tes calculs, qui est décrit dans un fichier de façon de type JSON. illisible. Ok. Voilà. Et c'est le constat de base, c'est que c'est difficile à lire. Donc, il y a eu le développement de ce qu'on appelle le TMDL. Là, je l'ai aussi. Ça sonne le Tabular Model Definition Language. Ça sonne comme un nom de produit stupéfiant quand même. Oui, est-ce que c'est aussi stupéfiant? C'est un langage. Et en gros, ça ressemble plus au YAML, donc c'est beaucoup plus facile à lire. Donc qu'est-ce que ça va faire? Descriptif. C'est plus descriptif, mais c'est surtout, ça fait plus des objets. On va se dire, voilà, j'ai telle table, cette table, ça devient un fichier. Et en fait, ce qui va être très utile derrière pour les développeurs Power BI, c'est qu'à l'intérieur de ce langage est reconnu le M et le DAX. Les deux langages qui permettent de faire du développement. Donc avant, on devait les mettre entre guillemets et écrire quelque chose qui peut-être marchait, peut-être pas. Là, maintenant, avec ce langage, ça va faire comme un vrai développeur. Il va comprendre ce qu'on écrit. Donc déjà, ça a l'air, c'est une step en avant. C'est pas, ça va, il faudra plus, mais c'est une step en avant. Et la dernière step, c'est vraiment tout ce qui est CI/CD. Oui, l'idée derrière, c'est quoi le CI/CD? L'idée derrière, c'est un peu l'industrialisation du versionning, c'est-à-dire j'ai une version A, une version B, une version C, j'ai envie de savoir quelle est la différence entre ces versions. Ça a toujours été un gros problème sur Power BI. Et là, à l'heure actuelle, on peut le faire avec l'ancien langage sur un fichier de 20 000 lignes. Là, maintenant, c'est découpé en objets. Par exemple, ma table, vente,
C'est un objet, vente. Donc déjà, ça va être beaucoup plus simplifié. Et elle pourrait être versionnelle. Et elle pourra être versionnée comme pouvait l'être avant. Mais avant, on versionnait l'entièreté du modèle. C'est ça. Donc là, on pourra voir la différence, elle s'est jouée où. Ah là, et on pourra collaborer plus facilement, en fait. On pourra faire travailler plusieurs personnes en même temps parce qu'ils travailleront pas sur un seul énorme fichier. C'est ça la vraie différence. Donc pour l'instant, on en est au début. Il y a vient d'être annoncé. Ça a été annoncé il y a pas longtemps. Lors d'un salon aux États-Unis. C'est ça. Voilà, demain, le 28, on va avoir une conférence à 18h30 qui va expliquer comment ça fonctionne par le développeur qui a fait ça. Et Microsoft va en fait à récupérer tout ça. Et c'est supporté par Microsoft. Alors ça, c'est intéressant. Et c'est d'ailleurs une des forces de la communauté Power BI, c'est que la communauté propose des outils d'amélioration des perfs, etc. Microsoft entend ce qui s'utilise et ce qui marche, et du coup, les valide, les supporte, voire les propose carrément dans l'outil pour certains. C'est ça. Et ça vient vraiment compléter la palette de Power BI. Donc là, c'est un nouveau langage qui est externe, mais qui vient d'être validé pour être supporté. Donc on pourra utiliser sans se poser de questions. Et en fait, donc pour l'instant, peut-être on pense aussi à CI/CD parce qu'on se dit, ouais, on va pouvoir mettre ça dans GitHub pour stocker notre code et tout, et aller un peu plus loin. Bon voilà, on avance parce que c'est quand même ce qui pêche à l'heure actuelle dans Power BI. On peut travailler, mais on est encore très manuel. Donc, tout ce que tu viens d'expliquer la semaine dernière à tes clients ne sera plus bon demain d'un point de vue DevOps. Ça sera différent. Revenez ça sera potentiellement différent. On a des choses à dire. Ça sera plus professionnel. Ouais. Ok. Voilà. Et donc c'est vraiment. Alors par contre, je veux dire, toutes ces annonces-là, c'est pas pour le viewer Power BI, c'est pas pour quand on fait juste des petits graphiques, non, c'est pour vraiment tout ce qui est plus en amont. Côté entreprise. Voilà. Réellement. Ouais, mon développement. On n'est pas sur le Citizen Developer, voilà, on est sur l'IT. On est plus sur le Text ID ou l'IT Pro. On est plus sur les levels. On est plus sur l'IT Pro. Voilà. Ils le disent dans la presse, ils disent pour pro developers. Mais du coup, ça rejoint tous ces sujets aussi low-code dont on parlait la dernière fois, c'est qu'il y a une place pour tout le monde, c'est que les citizen dev prennent une partie du travail actuel des IT Pro, mais les IT Pro ont des nouveaux outils pour aller plus loin et faire des choses encore mieux. Donc chacun, en fait, a sa jauge qui se déplace progressivement. Et notamment... Donc... Non, mais nous, on le voit, parce que le citizen dev, souvent, il travaille seul sur son Power BI, ou en tout cas, moins en groupe. Nous, quand on a des gros projets où on a plusieurs devs en même temps, en fait, on peut pas travailler de la même façon. On peut pas se dire le pair programming c'est rigolo, mais le trio là, programming ça devient compliqué. Ça va permettre de paralléliser les développements. On va pouvoir beaucoup plus paralléliser le développement du modèle de données et de sa transformation. Donc on va pas encore pouvoir le développement du rapport. Mais par contre la maintenance, tu parlais justement, tu passes d'un modèle unique de modèle de, comme tu disais, 20 000 lignes à modèle, à un modèle de maintenance table par table. Et en fait, ça de dossier. Et en fait, tu vas avoir des apports aussi pour les gens lambda, c'est-à-dire ce qu'on appelle les interruptions de service pour mise à jour. Les mises à jour, les risques sont moins élevés. Tu vas voir ta mise à jour sur ton modèle de données hyper ciblé. Tu casses une table. Mais en tout cas, depuis des années où on dit, finalement, un projet Power BI, c'est souvent une personne parce que c'est difficile de travailler à plusieurs sur un projet. Là, on pourra imaginer que sur des gros rapports à développer, on est sur des gros modèles de données. Et on peut voir plus loin, sur tout ce qui est, vu que maintenant, avec le Premium, on a le tabular, on est beaucoup plus en mode tabulaire. Là, on avait parlé la dernière fois de Azure Analysis Services. Qui se déployait dans Power BI Premium, tout ça derrière c'est du modèle tabulaire, c'est pareil, quoi. Donc derrière on va trouver de plus en plus d'usages, certes techniques, mais on avance et on en saura plus demain. Donc une belle proposition de la communauté, tant mieux, grâce à la communauté. Grâce à la communauté, et d'ailleurs c'est une des forces de Power BI avec son forum IDs. Exactement. Microsoft écoute beaucoup ce qui est demandé, mais aussi ce qui est proposé. Donc là, un vrai pas en avant. On va passer, messieurs, au sujet du jour. Gros sujet. Alors là, on parle plus de vagues de nouveautés, on parle de raz-de-marée. C'est-à-dire que depuis janvier, on a à peu près une news par semaine autour de l'intelligence artificielle avec Microsoft. J'avais une petite timeline. En janvier, on rappelait l'arrivée d'OpenAI, le partenariat, la disponibilité dans Azure. En février, pour l'anglais. En février, c'était l'arrivée de ChatGPT dans Bing. C'était notre dernier sujet. On commençait à discuter. Maintenant, on l'a tous, ça y est. J'ai Bing sur mon portable, comme tout le monde. Bien sûr. Et je lui pose même des questions pour me créer des images. C'est fini, mid-journée, tout ça. C'est plus facile. C'est toi qui as créé l'image avec le pape, c'est moi qui ai créé avec le pape et sa grosse douce. En tout cas, super stratégie, encore une fois, on l'a dit, impressionnant comment Microsoft déroule son plan d'action. Et ça continue parce que du coup, donc début mars, on avait l'annonce de Copilot dans Dynamics, voire dans Viva Sales. C'est comme ça que ça a commencé. Ouais. Et puis après, c'est la grosse news. Donc là, c'est autour de Microsoft 365 et de la Power Platform. On a l'arrivée de ce fameux Copilot. Alors,
n'est pas nouveau, qui existe depuis longtemps, et non, ce n'est pas Clippy, le trombone. Ce n'est pas non plus la version gonflable du film, le petit bonhomme que tu gonfles à côté de toi. Exactement, c'est bien quelque chose de tout à fait nouveau. Alors Kevin, peut-être explication, qu'est-ce que Copilot? Du coup, qu'est-ce qu'on doit en retenir? Alors, c'est très early stage, comme on dit. Hein. On n'a pas accès encore. Voilà, on n'a pas eu accès. On a vu beaucoup d'articles, de vidéos, de descriptions. Donc, ça reste ce stade très produit et marketing. Par contre, la promesse, c'est quoi? Le Copilot, c'est quoi? C'est en gros d'avoir un assistant intelligent sur tous les outils que tu utilises au quotidien pour travailler. C'est-à-dire Outlook, Word, PowerPoint, Excel. En gros, voilà, la Power Platform aussi. Moi, je vais parler moderne. Laisse-le, je vais intervenir après. Je vais parler moderne WordPress, je vais lui laisser le code, la partie locale après. Je vais débarquer après, t'inquiète. Et, du coup, ouais, j'ai assisté à la présentation le 16 mars, et c'est en gros, t'as besoin de faire une présentation, par exemple. Donc, tout ce qui est un peu, on va dire, ingrat quand tu fais une présentation où t'es bloqué par la forme, etc., tu lui donnes juste quelques mots-clés en lui disant, écoute, fais-moi une présentation à partir des notes, des transcriptions de ces dernières réunions et fais le job. Il te fait ta présentation et ensuite, toi, tu peux bien sûr soit modifier slide par slide ou aller sur une slide et dire, je m'attendais plus à ça comme contenu ou je m'attendais à quelque chose de moins verbeux et il adapte en fait à chaque fois. En fait, on disait que c'est pas Clippy, mais c'est Clippy. C'est quoi? C'est le stagiaire de cabinet de conseil. Petit taquet gratuit. Bon, en tout cas, c'est les experts du slide. Voilà, la promesse, en tout cas, t'enlever tout ce temps en fait qui est un peu qu'il n'y a pas de plus-value, qu'il n'y a pas de valeur ajoutée, et que tu te concentres vraiment sur le fond. C'est ça. Donc ça, ça va être un des gros débats, hein, on va dire. Je vois déjà, on commence à entendre, mais finalement, demain, on fera plus rien, ça répondra tout à notre place. La question, c'est est-ce que ton boulot, c'est de faire des slides? Ou peut-être de faire la réunion voilà, l'intelligence le mien non, mais il faut que je les fasse après. Alors en vrai, non mais c'est ça, c'est que à un moment c'est remettre aussi notre valeur ajoutée dans le boulot. Enfin globalement, c'est pas forcément de prendre des slides pour beaucoup, c'est peut-être de mener des réunions très constructives et que derrière il en ressorte peut-être des belles présentations. Mais tu vois, genre moi je donne des ateliers d'une demi-journée et derrière il faut que je fasse des slides. Si quelqu'un peut me faire mes slides sans que j'ai à demander à quelqu'un de le faire parce que c'est pas super cool non plus. Et que tu les fais pas dans tous les cas. Le sujet slide, moi je le trouve fun parce que en vrai c'est en plus un problème latin. Parce que dans la culture latine, on fait le slide autoporteur qui fait tout, qui est un livrable. Ceux qui ont travaillé ou suivi du workshop, de l'atelier avec des Américains ou des Anglo-Saxons, leurs slides, ils sont vides. En fait, parce que ce qui compte, c'est ce que tu présentes et ce que tu animes. Et voilà. Et donc, en effet, avec cette logique anglo-saxonne que je trouve la bonne pour ce point-là, c'est que tu te fais générer des slides qui te servent de support d'appui. Par contre, ce qui compte, c'est ce que tu vas travailler dans l'atelier et le livrable final. Alors peut-être pour balayer tous les usages, parce que là, t'as parlé du côté, et je le disais, moi j'en rêvais encore le week-end en me disant peut-être qu'un jour ça nous fera nos slides. Hein. Finalement, ça arrive, mais donc là, toi, t'as parlé de la partie PowerPoint. Il y a la partie Excel où on va pouvoir faire interroger les tableaux sur les données, savoir dis-moi qu'est-ce que je dois comprendre des tendances, etc. Donc ça, c'est dans Excel, donc on le retrouvera vraiment partout. Dans Word, on pourra lui demander des résumés. Et peut-être le tour de force, c'est le côté transverse entre les documents de Microsoft. C'est ça qui est incroyable. Parce que globalement, si je résume, Copilot, c'est basé sur le moteur GPT 3 puis 4, du coup, certainement le 4. C'est 4, Voilà, exactement. Donc du fameux ChatGPT. Mais ça fonctionnerait pas tout seul, du coup. Donc la force, c'est que Microsoft a quelque chose depuis quelques années qui s'appelle le Microsoft Graph, qui est en gros une base de connaissances qui crée des liens entre tous les documents et les profils que l'on a dans l'écosystème Microsoft. Donc mon lien, mon ID, mon profil Kevin, est lié à tout un ensemble d'activités sur lesquelles j'ai travaillé en ligne, mais aussi du coup de documents. Donc là, je vais pouvoir lui dire dans Word, par exemple, fais-moi une synthèse du projet Alpha. Et le projet Alpha, le graphe pourra dire que c'est composé d'un PowerPoint, d'un OneNote, d'un résumé de réunion, etc. Il fera lui-même le OneNote dans le Word, par exemple, quoi, un truc comme ça, quoi. Il prendra la connaissance que tu as dans ton OneNote, peut-être la présentation PowerPoint que tu as eue quand tu as présenté le projet, etc. et assemblera l'ensemble dans une note de synthèse générée par le moteur. C'est même un exemple d'une réunion. T'as même un exemple réel qui était de la science-fiction il y a 10 ans dans les premiers films Marvel qui ont cartonné Iron Man. Quand Iron Man il dit à Jarvis, son ChatGPT local, il lui dit il arrive à un endroit dans je sais pas quel pays machin, fais-moi un topo. Et c'est ça en fait, c'est un peu ça. Nous on arrive sur un projet parce on est aujourd'hui sur du projet court et nombreux. On arrive sur un projet.
On a besoin de monopoliser l'équipe projet pour nous faire un topo qui tient debout. Là, c'est OK. Copilote, là, j'ai tel sujet à aborder. Est-ce que tu peux me faire un topo de synthèse pour que je puisse travailler sur ce sujet? Ce qui est intéressant, c'est que tu n'as pas à nommer les documents. A priori, tu donnes le titre du projet. Toi, tu as dans l'écosystème Microsoft 365 accès à certains docs. Donc, il y a une gestion des droits qui est gardée derrière. Et il prendra l'information partout où il peut la prendre. Une nomenclature, hein. À condition qu'il y ait accès. Non, justement, c'est l'intérêt. La nomenclature, c'est pour nous, les humains, pour qu'on s'y retrouve. Il trouvera l'info dans les docs. Donc, mais ce qui est fou, c'est que non seulement c'est comme tu dis, tu peux poser la question et lui il va aller chercher tout ce qui est pertinent, mais tu peux toi aussi lui dire exactement où est-ce qu'il doit aller chercher l'information. Parce que oui, dans la présentation. C'est ça, parce que t'en as parlé, t'as Excel, Word, PowerPoint, OneNote, mais t'as aussi la partie Teams. Donc tu peux arriver en réunion, bon, il faut pas le faire, mais tu peux arriver 5-10 minutes en retard dans une réunion, par exemple. Ça nous est jamais arrivé, c'est pas bien, c'est qui avec moi. Et tu peux demander tout discrètement, sans déranger personne, en fait, le topo, le fameux topo, quand tu viens d'arriver. Donc on aura un petit copilot à droite. Fais-moi un topo de ce qui a été dit au début. Voilà. Et qu'est-ce qui va se passer? Tu vas écrire sur la conversation et tout le monde va voir que tu l'as fait. Non, justement, parce que c'est une conversation à part. Et ce que tu peux demander dans ton fameux Word, justement, tu peux dire, constitue-moi aussi par rapport à l'échange Teams. Oui. Donc là, on a quoi? On a le transcript qui s'active. Mais moi, j'ai une question justement à ce niveau-là. Le transcript à l'heure actuelle, c'est en anglais? Non, tu peux changer la langue. Là, tu peux changer maintenant, là? Ouais, depuis un certain temps déjà, tu peux mettre la langue de Quand il considère que tu parles toujours anglais, il y a un problème. Et puis surtout, il a encore parfois du mal, dans une situation comme l'on vit aujourd'hui, il a encore un peu du mal. Il faut que les gens parlent de façon séquentielle. Il y a des modèles qu'ils ont montrés, et là, je ne prends pas mes propos discriminatoires, mais dans certains pays, ce genre de technologie où la culture fait que tout le monde parle en même temps, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Les pays latins, globalement, on a la culture de tous parler en même temps. C'est très compliqué. Le transcript, il a vraiment du mal à identifier encore les voix. Il y a des progrès. Parce que, attention, sur Teams, le transcript, il n'a pas besoin d'écouter les voix en même temps parce qu'il sait qui parle depuis le micro. Donc en fait, lui, il a des flux audio différents. C'est à condition qu'on soit tous à distance et qu'on travaille. Oui, c'est ça. Si on est tous dans cette pièce-là, c'est pour ça que je prends l'exemple. Mais on sur a un le micro. meeting Teams, il sait qui parle, il a le profil, etc. Donc ça, c'est la grosse annonce. C'est un assistant qu'on va retrouver partout dans Outlook, Dynamics. Et tout l'écosystème Microsoft, donc 365 avec Excel, Word, etc. On pourra lui demander à peu près ce qu'on veut. Et comme ChatGPT, c'est-à-dire qu'il va retenir ce que il aura fait et on pourra rebondir. Il y aura le contexte et rebondir en disant peux-tu ajuster ça, rajouter une slide sur ça. Et c'est censé se faire assez simplement. C'est ça. La promesse est belle. Dans ton contexte d'entreprise en plus. Donc, la promesse est belle. Apparemment, c'est fin 2023. Donc pour confirmer si c'est aussi beau que la promesse. On verra bien. C'est bien sortir brique par brique au début, non? Oui, il y a toujours parce que là, en ce moment, il y a la preview de Microsoft Loop, par exemple, et Copilot est intégré à l'intérieur. Par contre, là, c'est grisé, ce qui a marqué qu'il y a une demande du service qui a explosé. Mais c'est déjà là, quoi. Et du coup, tu peux pas l'activer. Mais en théorie, c'est déjà là sur Loop. Et donc, du coup, ça, c'est Microsoft 365. Côté Power Platform, on va retrouver le même Copilot? Alors, moi déjà, je veux juste rebondir sur un truc. Comme tu as dit, j'ai grincé des dents et tu l'as vu au début. Copilot, c'est pas nouveau. C'est nouveau pour les gens du commun des mortels. Dont tu ne fais pas partie. Voilà. Tu en fais partie parce que maintenant tu as dit qu'il y a du code côté chez toi. Non, parce que les développeurs. Non, je me suis fait même alpaguer par nos développeurs quand ils nous ont entendu préparer, ils m'ont dit non mais qu'est-ce que vous racontez les gars? Je vois très bien lesquels. Hein. Voilà, nous Visual Studio, qui est l'outil que les développeurs utilisent non mais on l'a Copilot depuis longtemps les gars, hein, détendez-vous. Hein. Alors il parle pas de juste dans Visual Studio. Visual Studio, voilà, dans les outils de développement. Alors je parle pas de je commence à taper un mot et ça me suggère juste la fin du mot. Non, c'est pas voilà, ça c'était l'IntelliSense, mais le Copilot, ils l'ont, c'est-à-dire parce qu'ils ont tapé un mot et que dans le contexte c'est supposé par exemple être une variable qui sonne comme étant une variable qui va être publique et de contexte, il va te générer les classes, les couches métiers, les couches business, les connexions. En fait, il te génère déjà tout le code. Donc tu as déjà un assistant virtuel qui te génère des classes et des modules entiers de code, des entités entières déjà automatiquement dans Visual Studio. Okay. C'était appliqué à un contexte de code. Et en fait, du coup, c'est pour ça qu'il l'appelle aussi Copilot côté Modern Workplace, parce que c'est la version étendue. Donc c'est pas une invention du moment. Oui, c'est surtout une marque. C'est dans la lignée du modèle Codex qu'on retrouve là aussi côté GitHub. Donc en effet, c'est pas nouveau, ça fait des années que ça se travaille. Mais au moins, ça arrive à maturité. Comme la Power Platform, qu'on en entend parler que depuis 2019, vraiment, alors qu'en fait, ça fait longtemps que c'est là. Mais c'est parce qu'en 2019, quand la Power Platform a vraiment explosé, et je refais le lien avec ce que disait Copilot, c'est l'arrivée de l'IA.
iBuilder dans la Power Platform, qui est le module IA, c'est 2019. C'est marrant, c'est l'année où la Power Platform a alors à l'époque, on faisait quoi, un peu d'OCR, des choses comme ça. Voilà, c'était de caractères. Alors que moi, mon premier projet Power Apps, il date de 2015, de mémoire, à peu près, ou 2016, quelque chose comme ça. Donc en fait, tu vois, ça date. Et on est arrivé après, avec tout ce qu'a raconté Benjamin, il y a eu les débuts du langage naturel qui était dedans. Donc ça, c'était en Power BI. Nous, on a ça un peu en Power BI. Ouais, voilà, depuis 2021. Le Q&A qui est joué la base et qui aussi sera potentiellement concerné par Copilot. En 2022, on a rajouté le langage naturel pour parler à la Power Platform et les images, générer des applications à partir d'une image. Et là, globalement, on augmente grave la vitesse. On a ce qu'ils appellent des boosters. Donc on rend maintenant on parlait l'autre fois, les chatbots qui commencent à plus utiliser des bases de connaissances, mais du ChatGPT. Donc là, c'est ChatGPT. On en parlait la dernière fois. Et là, les Copilot, et les grosses news qui arrivent, entre guillemets, qu'on range dans la catégorie Copilot, mais qui sont aux côtés là-dedans, c'est déjà toute une partie, en fait, génération d'applications ou de workflow. Attention, pour l'instant, on est au début. Grosse promesse aussi. On a la même chose dans la génération de nos rapports. Alors, pour l'instant, on est assez lié à ce qu'a raconté Benjamin, c'est-à-dire que nous, on en est au niveau de je vais exprimer mon besoin, il va me générer mes entités, donc mes tables, mes bases de données, en model driven, qui est donc la base de données intégrée à l'environnement Microsoft, donc pas encore dans toutes les technos de base de données, on l'a juste là-dessus. Faire un type de... Et vu que cette techno-là est faite pour être associée à des interfaces des interfaces d'utilisateurs adapté à ces bases de données, automatiquement, je génère ma base de données en model driven, j'ai mon application qui vient avec. Donc quand Microsoft dit je génère des applications grâce à tout ça, non, attention, tu génères dans un contexte précis qui est le model driven, donc c'est-à-dire en gros piloté par la donnée, donc je crée des tables dans ce modèle-là, donc automatiquement j'ai l'application en V1 qui sort. Là où c'est aussi un peu intéressant, c'est la partie Power Automate, c'est la partie qui fait des processus. Et dans celle-là, ça relie quelque chose qu'ils avaient déjà avant, qui était donc tout ce qui était l'analyse de process, où t'avais des IA qui analysaient tes flux, tes mails, et qui te proposaient des workflows. Donc là, je dis, par exemple, envoie un mail à chaque fois qu'il y a un nouveau fichier qui arrive dans SharePoint, il comprend ce que je dis. Alors, c'est la grosse nouveauté, parce que avant, en 2021-2022, ce qu'on avait, il fallait lui dire, alors, en tant qu'utilisateur machin, je veut lancer un workflow qui va faire la tâche, enfin il fallait parler comme un développeur, donc c'était pas utile. Aujourd'hui, on va parler en langage naturel, et il va nous faire la base des premiers workflows, donc ça peut être intéressant pour démarrer un projet, on lui explique le besoin, il nous crée nos déclencheurs, nos débuts de flux, il nous fait, alors voilà, on le sait, nous, alors du point de vue Citizen Dev, quelque chose d'utilisable, il nous aide un petit peu à démarrer. Attention juste, il y avait cette promesse avec Figma, une image devient une appli. Le problème, c'est que le code généré pour faire l'appli était discutable. D'un point de vue Citizen Dev. C'est bien dit, ça. Voilà. Non, mais d'un point de vue Citizen Developer, donc genre Madame la Compta, etc., ou Monsieur de la Compta, ou Ichi, faut ce qu'il veut, globalement, on va pouvoir faire ça. Par contre, nous, d'un point de vue IT Pro, on voit le code généré par Figma, en fait, non. Non, tu pars pas en production. Ça fait plus de voilà. Et le CI/CD dont parlait Benjamin, je fais hors de question que le machin il rentre là-dedans. Mais nous, côté Power BI, on a l'équivalent, c'est-à-dire que vient de sortir il y a pas longtemps le DAX en langage naturel. Voilà. Qui s'appelle pas Copilot aujourd'hui. Non. Copilot. Mais c'est comme disait Romain, c'est-à-dire que c'est dans l'écosystème, on donne pas trop de noms, mais peu importe, du moment que ça marche, ça me va. Pas besoin de l'appeler Copilot. L'idée, c'était l'idée, c'est que nous, on fait des calculs dans Power BI qui s'appelle le DAX, le Data Analysis Expression. Et en fait, à l'heure actuelle, c'est un langage. C'est pas un vrai langage, c'est une librairie de fonctions, peu importe. Je suis obligé de coder quelque chose. Demain, je vais dire, fais-moi tel truc, mais avec un langage humain. Et derrière, il va me générer le DAX. Je n'ai pas encore trop testé le truc. Pareil, de ce qu'on voit, le code sera peut-être discutable derrière. Après, c'est ce qui est intéressant à retenir, c'est que du code, c'est un langage comme le français, comme l'anglais. Donc à un moment, si on sait générer du langage, on sait générer du code. Donc ça peut être un vrai gain. Est-ce que c'est pas... Voilà, la question première, je sais que M. Gérard aura des choses à dire. Est-ce que c'est pas un premier pas vers vraiment le no-code? Attention. Ok, voilà, un vrai petit pas, quoi. Dans tous les cas. Non, parce que si demain, finalement. La marche, elle est moins haute aujourd'hui. La marche est moins haute. Ce qui est fou. Enfin, moi, quand je vois, après, j'attends de voir encore la réalité. Mais tu vois, moi, j'ai pas fait de développement depuis longtemps. Je développe plus du tout. Donc, quand j'ai vu les démonstrations de qu'est-ce que ça promet, pour le ticket d'entrée pour être Citizen Dev, on va dire, est de moins en moins mais cher. Moi, ce qui m'inquiète, et je le vois beaucoup avec Power BI, c'est que le Citizen Dev, si ça marche pas,
c'est terminé. Par contre, c'est ça le problème. Il n'y a plus de Citizen, il n'y a plus de dev. Après, le truc que je vois, c'est à la limite, de l'autre côté, enfin, du gouvernement, ça doit être le bazar. Si jamais t'as des applications qui pop comme ça et tu sais pas si elles sont... il y aura une gouvernance. Non, il y a toute une logique. Non, le no-code, low-code, globalement, c'est pour ça que j'avais fait une vidéo dédiée là-dessus, que je vous invite, on mettra peut-être le lien en publiant. Pourquoi on parle plus, mais brièvement, tout le monde ne parle plus que de low-code, globalement. Il y a des plateformes de no-code, mais qui sont très différentes des plateformes de low-code. Mais la marche... Si j'ai une IA à qui je demande, qui me génère une app, c'est du no-code. On est là-dessus sur du no-code, et ça devient intéressant. Ce qui va être intéressant, c'est ce progrès. Comme je disais, la première étape où tout le monde a dit c'est la révolution il y a 1 an ou 2. En vrai, il fallait parler en mode je suis concepteur de logiciels. Parce qu'aujourd'hui, il fallait penser à requêtes, base de données, modèles, stockage. Là, ce qui est une porte ouverte au no-code, ça va être ce côté de ok, tu m'as exprimé un besoin, donc est-ce que cette IA va être capable de déduire qu'il me faut, je sais pas, un SharePoint, un Excel ou une base de données pour stocker? Mais la vraie étape qui va nous permettre d'arriver au no-code, c'est même pas encore ça. Ça, si ça marche très bien, mais encore on n'ira pas loin. La vraie étape, c'est ce qu'annoncent les Gartner et les Forrester, c'est l'étape intermédiaire qu'on doit travailler sur les 3 prochaines années pour faire ce qu'on appelle du business low-code. C'est-à-dire, aujourd'hui, on a des connecteurs pour tout. Microsoft, c'est comme ils ont fait comme Apple avec les applications pour tout, on a des connecteurs pour tout. Sauf que ces connecteurs ne sont pas dépendants du contexte métier de l'entreprise, ce qui fait qu'ils restent compliqué à utiliser. C'est que finalement, à un moment, si je suis utilisateur, et là tu parles d'une vision entreprise, il faut le rappeler, c'est que finalement on est dans Microsoft 365 majoritairement du coup pour un usage privé. J'ai beau faire une app, si je peux pas l'intégrer à mon système d'information ou à un moment aux données que j'ai besoin de remonter ça au même niveau de no-code, je ne serai jamais en réel no-code. Je vais donner l'exemple, c'est là où l'IA peut être super intéressante en termes de copilote. Par exemple, aujourd'hui, SAP, Progiciel, tout le monde en a entendu parler dans l'IT, c'est un gros, pour ceux qui savent pas, c'est en gros, ça fait tout. Ça fait le café, ça fait marcher toute ta grosse boîte, toutes les multinationales, globalement, ils ont ça. Il y a un connecteur Microsoft SAP qui, soi-disant, te permet de faire du no-code, low-code vers du SAP. Alors le truc c'est que t'as ton connecteur, c'est gentil, mais si tu sais pas comment ça marche un SAP, mais si tu connais pas la coquille derrière, comment tu ce que tu veux côté data, souvent, si t'as travaillé sur des données de SAP, tu vas plus vite. Non mais que ça soit SAP, que même ça soit Dynamics, CRM, ces trucs là, tu te branches sur Dynamics, souvent sur SAP, tu récupères la liste d'étapes, t'es en mode OK, c'est fin de tournage. Voilà, alors que c'est là où il y a 2 étapes, c'est soit on a une IA qui va être capable de comprendre ton besoin et de faire toutes ces configurations de connecteurs. Donc là, on réglerait un souci. Je pense que l'étape intermédiaire qui est sur les 3 prochaines années, c'est celle qu'annonce donc le Gartner, c'est le business low code. Préparation. C'est-à-dire que l'entreprise, l'usage no code. Voilà, fait des vulgariser, attention, les spécialistes vont changer de couleur, mais des connecteurs par-dessus le connecteur pour pré-mâcher une partie du travail. Et je pense que c'est par cette étape-là que l'IA saura du coup quel connecteur aller utiliser parce qu'il est documenté. Vraiment autonome, voilà. Du coup, parce que ce que disait on va conclure, ça permet de faire ça. Parce que je pense qu'on pourrait tenir 3 heures là-dessus. Et à un moment, c'est pas pour tout de suite, les podcasts de 3 heures. Alors, toujours est-il, petite conclusion, vote à main levée, du coup, révolution Copilot ou pas révolution Copilot? C'est bien. Qui est pour? Qui le sent bien? Honnêtement, Révo, parce que franchement, même si il y a des choses à améliorer et tout, c'est un truc de dingue quand même. C'est tu te demandes en langage naturel de te faire de te pondre des slides ou de faire une application. Alors oui, c'est pas parfait. Le jour où ça marche. Non, mais c'est quand même d'entre eux. Plutôt, j'irai pas révolution, mais je suis en mode, on s'y attendait franchement, pas. Si la promesse est tenue, c'est dingue. Pour moi, pour l'instant, on en est comme dans le film, y a-t-il un pilote pour sauver l'avion? Le copilote, ils appuient sur un bouton, il y a une poupée gonflable qui apparaît en tenue de pilote, et il est capable de faire voler l'avion. Par contre, pour le faire atterrir, il faut toujours un humain. Donc, plus tempéré ici, du coup, Romain. Pour le moment. Par contre, j'ai de grandes confiance dans l'avenir. Grandes ambitions. J'ai des ambitions pour lui, et j'ai du travail à lui donner. On va conclure ce 2e épisode sur pas mal de débats. Du coup, en effet, il y a de l'innovation, il y a de la disruption, il y a ce fameux mot qu'on aime dire. Désolé, je l'ai redit. J'espère que ça vous a plu une fois de plus. A priori, on est quand même parti pour faire un 3e. Désolé pour vous. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager, à liker, voire à nous donner les sujets dont vous souhaitez voir le débat. On écoutera. Ça fait partie des sujets qu'on peut amener si vous trouvez que c'est intéressant de nous entendre en parler. Les invités, on a eu des propositions pour les invités.
Et il y aura peut-être, exactement, petite annonce, il y aura teaser. peut-être des Petit invités teaser. sur les prochaines sessions. En tout cas, on nous retrouvera sur la chaîne YouTube. On est aussi disponible en podcast pour ceux qui préfèrent nous écouter que nous voir ou qui prennent la voiture et les transports et qui ont plus de temps pour ça. Et puis, on vous dit du coup, rendez-vous au prochain épisode des Têtes dans le Cloud. À très bientôt. Au revoir. À bientôt.